Merci à l'association des coïncidences et à François Julien de m'avoir invitée. Je suis ravie de ces échanges avec tous. Alors, comme le disait Linda, je suis paysagiste et je réalise des projets donc en France et à l'étranger, récemment en Chine. Ma pratique s'est construite à travers d'une approche de l'espace classique occidental, notamment dans la continuité de l'atelier Le Nôtre, donc le grand jardinier de Versailles, qui est fondé sur la géographie, le dessin en plan et la perspective, qui sont les outils de l'architecte privilégié, de l'architecte et du paysagiste, outils que je renie absolument pas et qui sont extrêmement intéressants. Je me suis aussi très vite inspirée de la culture de l'espace des jardins en Asie, qui me permettait aussi d'exprimer et développer certaines notions qu'on ne retrouvait pas dans l'espace classique et dans le jardin, notamment dans le rapport vécu et sensible à l'espace. L'approche du paysagiste, elle consiste à travailler donc l'espace qui nous entoure, la façon de l'habiter. Son projet porte une dimension créative. Il fait intervenir notre sensibilité, notre imaginaire, mais aussi la culture dans laquelle nous nous inscrivons et qui sous-tend nos cadres de pensée. En nombreux points, sa démarche est proche donc de celle de l'architecte et du scénographe. Néanmoins, certaines notions sont tout à fait spécifiques du paysage. En effet, le paysagiste travaille sur un espace qui n'a pas de contour, pas de limite physique, ni début ni fin. C'est toujours quelque chose d'assez compliqué d'aller cerner, d'aller trouver finalement le champ de notre intervention. Le paysage n'est pas un objet, il fait intervenir de multiples processus dans lesquels les notions de métamorphose et de transformation sont essentielles. Donc c'est un travail sur le temps. La notion du temps est donc tout à fait centrale et le paysagiste travaille avec les éléments du monde vivant et avec leur dynamique. Et c'est là que le terme de décoïncidence, la notion de décoïncidence, le concept, pardon, et même vient dialoguer fortement avec le vivant. Donc le paysage se fonde tout d'abord sur un ensemble de données concrètes qui constituent un territoire, la géographie, la végétation, les installations humaines qui sont décrites de façon objective. Donc c'est un ensemble de connaissances objectives auxquelles il se réfère. Néanmoins, il n'advient en tant que paysage dès lors qu'il est perçu, vécu, représenté. Il fait donc appel aux caractéristiques physiques, mais aussi aux dimensions sensibles du site. S'établit alors constamment dans le projet un double jeu entre les connaissances et les représentations qui constituent tous nos schémas de pensée et l'expérience sensible du paysage. Peut-être la coïncidence peut-elle rentrer dans ce jeu. Alors, je vois dans mon travail un certain nombre de liens avec le concept de décoïncidence. En effet, une de mes préoccupations constantes, c'est de ne pas recouvrir les choses par des schémas d'appréciation préconçus en les étudiants. C'est-à-dire qu'on a vraiment des images types qui, quelquefois, nous empêchent de voir et de comprendre la nouveauté du site. Ou bien encore dans la construction d'un projet par un aménagement qui recouvrerait l'existant et se superposerait au site en place. On fait des plans masses qui sont souvent des très beaux tapis qu'on vient calquer sur un site. Et toute la question, c'est comment justement ne pas recouvrir ce site. Il s'agit de ne pas recouvrir le site pour ne pas effacer les choses, mais d'entrer en dialogue avec elles pour les révéler. Les paysages et les jardins sont en constante métamorphose. Il s'agit de ne pas figer leur devenir, mais d'entrer en dialogue, de jouer avec les conditions de leur transformation. Donc c'est aussi une façon d'agir sur le temps, tout autant que sur l'espace, et de rentrer dans des sortes d'alchimie, enfin de relation avec la transformation des choses. Et c'est souvent en apportant une sorte de décalage ou décoïncidence qu'on peut aider à reconfigurer les choses, que cette décoïncidence soit matérielle ou symbolique. C'est donc agir dans un processus de transformation pour l'accompagner, l'infléchir sans le figer. Aussi, plutôt qu'un travail de composition stricte du plan masse et de mise en scène de l'espace, le projet de paysage consiste pour moi à mettre en tension les choses par des jeux de polarité qui, ainsi que l'évoque François Julien, génèrent une intensification, une activation des lieux. Ça consiste par exemple à intégrer des éléments dans des lieux stratégiques comme des murs, un canal, un ponton, qui marquent l'espace, séparent des points d'attractivité, captent, ménagent, intensifient les vides et confèrent à chacun une qualité propre. Là par exemple, c'est un projet à Villeneuve-le-Roi. J'ai utilisé la géométrie, il y avait un bosquet de pins qui existait, pour dessiner des lignes qui mettent en résonance les lieux.
Donc, par l'effet de contraste qu'elles génèrent, elles mettent en exergue le site existant et jouent d'une sorte de décoïncidence qui vient révéler les lieux, révéler l'existant et venir aussi jouer avec lui, le compléter pour réinstaller des éléments. Il en va de même pour les berges de Marne à Noisy-le-Grand, où le dessin des murs des pontons mettant en valeur l'écosystème de l'aripésylve, les crues de la rivière, donc qui viennent le recouvrir et repartir, et ainsi que les multiples usages offerts aux promeneurs. Il me semble essentiel dans le paysage cette notion aussi du fait que le promeneur il est actif et qui participe à la composition de l'espace. Donc c'est vraiment presque quelque chose qui est du registre du land art aussi. Dans le même esprit, le projet du parc du Sycomore, donc voilà aussi des systèmes de pontons, donc ce travail entre des éléments qu'on vient inscrire dans un site et qui révèlent, par exemple, je parlais du fait qu'il n'y a ni début ni fin, on voit qu'en face on a une rive et notre intervention finalement elle vient dialoguer et parler à la rive d'en face sur laquelle on n'intervient pas. Donc il n'y a pas de notre champ d'intervention n'est pas circonscrit, mais il vient dialoguer avec tous les éléments du paysage. Dans le même esprit, le projet du parc du Sycomore dessine par un travail très fin sur la géométrie et la topographie des espaces ouverts qui permettent d'accueillir toutes sortes d'usages. Et c'est le fait que ces espaces ne soient pas complètement déterminés qui permet le déploiement de multiples appropriations. Donc c'est vrai, je revendique assez fortement cet héritage de Le Nôtre, de la géographie, de la géométrie, dans la mesure où il nous permet de travailler assez finement ce rapport à la topographie, mais inspiré par cette recherche aussi sur l'Asie, j'utilise cette géographie de façon complètement différente. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas fermer les choses, mais elle vient plutôt dialoguer, capter, un petit peu comme en mer, on vient recréer des pontons, on vient recréer des choses, et elle vient naviguer sur le grand paysage, quoi. Le programme demandait par exemple un théâtre de verdure. Je l'ai inscrit en dessinant une plaque de béton teintée de couleur gris ardoisé, avec des gravines qui forment des jeux de lames. C'est ce qu'on peut voir en haut. Donc, c'est pas un théâtre, c'est pas littéral dans le sens du terme. Et cet espace, par son indétermination, finalement, est devenu un point d'attractivité pour tous les quartiers voisins, suscitant toutes sortes d'activités. Donc, au-delà des fêtes pour lesquelles il était destiné, des spectacles, c'est devenu des endroits où tout le monde vient faire du tai chi, se donne à voir, joue. Les gradines sont devenues aussi des espaces de gymnastique. Donc finalement, cet objet dans son indétermination a permis aussi de focaliser d'amener une certaine liberté. De la même façon, la place Mazel à Metz est structurée par un vide au cœur duquel s'inscrivent des éléments attracteurs qui induisent des usages différents dans l'espace et dans le temps. Des fontaines, des bancs, une pluie d'arbres. Dans ce type de travail, l'espace n'est pas structuré. Donc, le travail sur le rythme et l'intervalle est fondamental. Et l'espace n'est pas structuré par un contour et un contenant, mais plutôt par un vide qu'on vient activer, quoi. Donc ça, c'est le jour de l'inauguration. Les fontaines, il faisait moins 3 degrés. On a allumé les fontaines. On a vu une maman traverser l'ensemble du site et courir avec ses enfants, quoi. Donc, c'est ce côté spontané qui émerge dans des lieux qui ne sont pas forcément complètement déterminés, qui est tout à fait intéressant de travailler justement dans l'idée d'activer les vides. Alors, une autre notion, c'est la question de l'immersion, dans le site. Les projets de jardin sont aussi pour moi l'occasion de conduire le promeneur à vivre une expérience sensible qui l'immerge dans la sensation. Les jeux de décalage ou la création de paradoxes participent également de ce rôle de déconnexion, pour reprendre François Julien, des cadres préconstitués de la pensée. Ainsi, par exemple, le modèle du jardin zen au Japon joue d'effets de rupture dans la façon de passer de l'extérieur vers l'intérieur, puis joue avec la diffraction des échelles entre le carré de gravier et la montagne. Il l'amène par des coïncidences à percevoir l'émergence de ce qui se présente à lui. Donc, c'est souvent par des jeux de succession de dispositifs, de coupures et d'immersion qui s'inscrivent dans le déroulement d'un parcours que surgissent des situations inédites. Elles amènent le promeneur à vivre une expérience sensible qui le fait sortir de ses attendus et de ses habitudes et l'immerge ainsi soudainement dans la scène qui s'offre à lui. La mise en scène de la promenade consiste à mettre donc le promeneur en situation de vivre une expérience à chaque fois différente dans son rapport aux éléments naturels. Donc c'est un petit peu le thème aussi du jardin promenade en Asie.
Alors là, j'ai montré quelques projets des berges de Seine qui amènent le promeneur depuis des vues en hauteur à des vues rasantes à proximité des rivières. La promenade est conçue comme une sorte de séquentiel cinématographique qui amène à découvrir les choses. Donc, c'est un travail sur la mise en profondeur des plans successifs par un jeu à la fois d'immersion et de mise à distance du fleuve. Donc là, vous voyez le ponton bas, on est tout d'un coup, on plonge et on est tout d'un coup immergé dans le ciel et dans la perception donc pure de l'eau. C'est des grands espaces souvent assez vides et assez donc qui viennent s'inscrire dans le site et qui le révèlent. Donc voilà ce jeu de tout d'un coup de plonger dans l'eau pour être coupé de la ville qui se retrouve à l'arrière et on est immergé dans cette atmosphère fluviatile et toujours des dessins de lignes mais qui sont assez qui viennent recréer des mises en tension des lieux. Dans ce jeu entre coupure et immersion, un autre dispositif de décoïncidence, c'est l'empreinte de scène. C'est un thème classique du jardin chinois et du jardin japonais qui consiste à faire communiquer l'intérieur et l'extérieur. Et ça, c'est un projet qu'on a gagné donc, en Chine. Donc, il y a un très, très grand lac, c'est 7000 hectares. Donc, on est dans d'autres échelles. Et c'est sur un site qui a été très industrialisé, donc qui était occupé par des pêcheurs et complètement bétonné. Donc, on a recréé de la nature et un grand parc naturel dans ce site. Et quelque chose qui nous a permis de dialoguer avec les équipes chinoises, c'était ce qui m'est apparu, c'est cette montagne au loin. Et l'idée par Undy qui existait de la mettre en exergue pour faire entrer la montagne dans le site. Et quand on a parlé de ça, c'est-à-dire que c'était en tant qu'occidental, mais paysagiste, j'ai amené cette idée-là et tout d'un coup, on s'est complètement compris avec l'équipe chinoise. Donc ça aussi, c'est un dispositif de rupture, en fait, des coïncidences peut-être, qui consiste à intensifier l'expérience qu'on peut avoir finalement du lieu. Un autre thème qui est celui de la métaphore, c'est l'idée d'amener de l'autre dans le site. Elle participe de ce dispositif d'intensification de l'espace. Et c'est souvent dans des jeux de paradoxes qui amènent le promeneur par l'évocation d'un autre ou d'un ailleurs à vivre ou à saisir une forme de présence qui se révèle dans ce décalage. Alors ça, c'est un projet qui est un de mes premiers projets que j'ai réalisé à Vitry-sur-Seine, en réfléchissant à la création d'une promenade et d'un mail planté dans un espace qui est une grande friche horticole. Et la figure du canal s'est imposée à moi. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un site qui faisait 100 hectares, qui était sous-miné par des carrières, et on m'avait donné comme terrain d'exercice un espace qui faisait 1 km de long et 100 mètres de large. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Comment on le rend attractif? Sachant que personne ne va avoir envie d'aller dans cet endroit-là. Le programme, c'était une promenade. Donc la figure du canal s'est imposée, figure du jardin classique, mais ça n'avait pas de sens d'amener de l'eau. Par contre, il y avait les horticulteurs qui ont finalement géré ce site au 19e siècle, d'où l'idée d'un canal de fleurs qui rendait hommage à ces horticulteurs. Et spatialement aussi, ce canal permettait d'ouvrir sur le ciel. C'était une figure assez forte qui avait aussi pour objectif de distribuer une promenade, c'est-à-dire que de ponton en ponton, les gens viennent tricoter une espèce de fil de promenade. Et c'est devenu un lieu symbolique très fort qui a fait vivre ce site avant que, parcelle par parcelle, il puisse s'ouvrir. Donc c'est vraiment l'idée de cette métaphore, mais qui parle quand même du lieu dans lequel on se trouve, et du paradoxe de venir mettre un canal qui plus est canal de fleurs. Alors ce qui est amusant, c'est que je retrouve souvent cette image comme exemple de nous et de canal qui permet de gérer les eaux pluviales, alors qu'il n'y a pas une seule goutte d'eau, et que finalement j'ai même retrouvé en Chine chez des confrères pour dire, vous voyez, on peut récupérer les eaux, donc on n'a que des plantes de milieu sèche qui viennent évoquer l'eau. Donc je pense que le paradoxe, c'est aussi quelque chose qui permet à la fois de parler de notre histoire et de réintensifier les lieux. Donc j'aime associer des structures fonctionnelles, des éléments métaphoriques qui participent de la fonction de l'objet. Et ce jeu de paradoxe intrigue et provoque une sorte d'intensité diffuse dans le site. Donc voilà le canal de fleurs. Donc c'est vraiment un travail sur un détail extrêmement fin, très très minimaliste, sur les nivellements, sur la façon d'associer les plantes qui puissent évoquer aussi l'eau
il y a une différence de hauteur entre les deux gabions qui font que la pelouse de droite, elle vient mourir sur celle de gauche. Et puis, l'objet du programme, c'est cette grande allée. Alors, je parlais de convoquer l'extérieur, c'est-à-dire que les serres, par exemple, existaient déjà sur le site, mais avec la technique du saké, de faire rentrer dans le site qu'on aménage les extérieurs et les serres qui dialoguent aussi avec les matériaux, donc des passerelles qui, elles, font l'objet de l'aménagement. Et puis peut-être je vais passer assez vite à un autre projet qui est celui de la gare de Lorient. Un des enjeux, donc c'est vrai que les commanditaires nous demandent souvent de parler de l'identité de la ville, de l'identité du site et de leur commune et des lieux. Et dans le projet de la place de la gare à Lorient, l'enjeu, c'était de créer pour les gens qui arrivaient à la gare une porte du pays lorientais, donc pour les voyageurs qui arrivaient en train. Et finalement, c'est en partant de la question des problèmes techniques qui étaient de résoudre la question de la gestion des eaux pluviales que la métaphore de l'eau m'est venue à l'esprit, de la mer. C'est-à-dire que quand on arrive à Lorient, on arrive au bord de la mer. Et j'avais fait un voyage à Bratislava où j'avais vu que tous les petits pavés qui, plutôt que dessiner des caniveaux, venaient redessiner des sortes de nappes, ces pavés minuscules, finalement, donnaient la sensation qu'on était dans une sorte de mer, quelque chose de très, très doux. Et je me suis dit, on arrive à Lorient, on va travailler sur la façon de récupérer les eaux pluviales, non pas par des caniveaux, mais par des sortes de petites vallées, finalement, qui viennent s'inscrire dans le sol avec des tout petits pavés, d'où ces dessins de la place qui évoquent la mer. Donc c'est une métaphore, mais qui n'est pas littérale, c'est-à-dire qu'elle vient créer une sorte de sensation d'absorption. On est venu inscrire, on demandait à la fois une place et un jardin avec un pôle multimodal, c'est-à-dire qu'il y a les voitures, les taxis, les bus, tout ce qui est interconnexion du pôle multimodal. Donc vraiment des questions techniques très très fortes. Et ces îles, entre guillemets, végétales, qui ne sont pas forcément perçues comme des îles, il y a un travail de nivellement qui fait qu'elles flottent sur cette grande nappe de pavés et viennent aussi recréer le jardin. Alors, toujours cette question du vide. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que l'inauguration, c'est une troupe de danse qui est venue, faire l'événement de l'inauguration. Donc ça, c'est assez drôle parce que je parle beaucoup de la scénographie dans mon travail et les sites sont toujours inaugurés par des spectacles de danse ou de théâtre. Et là, vous voyez la disposition des bancs qui vient vraiment recréer des points focaux et faire en sorte qu'on ait des salons de verdure, mais que c'est des lieux qui viennent reconcentrer le dialogue finalement entre les gens. Donc ce travail sur le vide et sur le rythme. Donc ainsi que François Julien l'évoque pour le langage, la mise en parallèle de deux éléments distincts dans un même objet participe du langage métaphorique et fait émerger dans l'antre des ressources insoupçonnées. Merci.